Bon, bonjour, je suis avec Violette Folgado, la nouvelle mairesse de Razac et qui vient de présider aujourd'hui l'Assemblée générale de l'Association des maires ruraux. Déjà une petite question, ça te fait quoi d'être maire ? C'est la continuité, me semble-t-il, de ce que nous avons fait durant le précédent mandat. J'étais aux finances, donc maire, c'est d'abord d'avoir cette confiance des habitants, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est un engagement, mais c'est aussi beaucoup de dossiers à mener et surtout, on en a parlé tout ce matin, c'est d'être aux côtés de la population. C'est ce que nous essayons de faire, nous, en permanence, être près de la population, les rencontrer et également parler de leurs problèmes quotidiens. Aujourd'hui, on a parlé mobilité, on a parlé également des déserts médicaux, on a parlé également du problème des transports. Voilà, je pense qu'il nous faut être au plus près des gens pour pouvoir faire remonter leurs souhaits. Et c'est un honneur, c'est un honneur d'être maire, c'est un honneur d'avoir présidé cette réunion ici à Razac. Et je pense que le milieu rural, le monde rural a beaucoup d'avenir parce qu'elle a beaucoup de potentialité, beaucoup d'énergie. Et effectivement, il me semble que ça peut être un foyer de renouvellement de la démocratie et également du tissu socio-économique. Donc c'était ta première assemblée générale de l'Association des maires ruraux. Qu'en as-tu pensé de cette matinée ? Bon, je pense qu'il faut travailler un peu plus des dossiers. Le président a tellement l'habitude qu'il vient presque en terrain conquis, mais je pense qu'il y a des sujets qu'il faut travailler plus en profondeur. Mais c'est une expérience extraordinaire. Donc tu vas peut-être investir un petit peu dans l'association pour... Non, c'est pas ma décision seule. Ah non, mais sous des formes différentes, mais bon... Oui, tout à fait. Moi, après, moi, je travaille collectivement avec tout mon conseil municipal. Donc c'est une décision collective que nous prendrons ensemble et on verra après, à l'avenir. Voilà. Et donc... par rapport à un petit peu l'association concurrente, l'UDM, tu retrouves plus de choses intéressantes dans cette association, au plus proche de... Moi, je ne prends pas ça de façon de concurrence. Je pense que chaque association a ses statuts et si une association ne convient pas, c'est parce qu'on ne fait pas remonter suffisamment ce que veulent les populations. Donc après, il faut s'en prendre collectivement également à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Mais je te remercie, je te souhaite une bonne journée, puis à bientôt. Bientôt. Rebonjour, donc je suis avec un maire, donc tu vas te présenter. Oui, alors Thierry Auroi-Peytou, maire de Lamonzie Saint-Martin et vice-président en charge des mobilités, des infrastructures, mobilité douce, mobilité alternative et des infrastructures à la communauté d'agglomération de Bergerac. Pour être plus clair par rapport à nos auditeurs, la mobilité, c'est quoi ? Alors les mobilités, maintenant on parle des mobilités, il y a mobilité douce, mobilité en général, ça part du piéton au vélo, ça part aussi de la dame, de la maman avec sa poussette qui veut se promener en ville ou cheminer en ville, c'est du déplacement doux. Donc vélo et ensuite les transports urbains, les transports de l'handicap, parce qu'on a aussi un service sur la CAB, un service pour personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, qu'on appelle les PMR, personnes à mobilité réduite. Et puis les déplacements, c'est aussi le TER, le train, et il y a la voie verte, comme beaucoup d'endroits aussi, ça fait partie et les transports scolaires. Donc tout à l'heure, j'écoutais, tu parlais des guichets, oui. La bataille que vous avez menée, tu peux nous en dire un petit mot ? Eh bien, le conseil régional Nouvelle-Aquitaine avait suggéré de faire des économies de 4 millions d'euros sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine, et en supprimant ici ou là, ou en réduisant l'amplitude des guichets, ou supprimer carrément des guichets, notamment nous en Dordogne, c'était les Aisy, c'était le Buisson, Sarlat, la Lende. Donc avec le président Alain Castan, le président de l'association des maires ruraux de la Dordogne, on est monté
monté au créneau, on est allé voir donc les syndicats des cheminots pour leur apporter notre soutien. Nous avons fait des pétitions dans toutes les gares. Nous avons remonté notre mécontentement auprès du conseil régional qui a été très attentif à notre appel et on a demandé un moratoire sur nos guichets, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas nos guichets tant qu'on n'a pas une alternative. Et ensuite, donc, le territoire de la Dordogne a été sauvegardé par ce moratoire. Par contre, ils ont fait du mal dans d'autres départements, notamment la Corrèze, la Gironde, donc des gares ou même le Lot-et-Garonne. Des gares ont définitivement fermé. Il n'y a plus de guichets à Port-Sainte-Marie, dans le Lot-et-Garonne. Il n'y a plus aucune activité humaine dans ces gares. Donc ça a été positif, la mobilisation organisée par les maires ruraux pour maintenir ces guichets. Ah oui, ça a été très positif parce qu'il y a un aura. Et puis la région nous a entendus, écoutés. Et je tiens à les remercier parce que c'était un combat au début difficile parce qu'on allait contre eux, contre leurs décisions. Et la SNCF a aussi reculé parce que la SNCF, la SNCF était là pour obéir aux ordres de l'autorité organisatrice des transports, qui est la région. Mais la SNCF a aussi réagi et on a maintenu nos amplitudes, comme à Bergerac, sous préfecture. Nous avons une ligne qui amène presque 1,2 million de voyageurs sur le Bergeracois par le train. Supprimer des guichets ou réduire les amplitudes, ça ne va pas avec l'augmentation des voyageurs. Il y a quand même... Alors on me dit oui, mais 70% des gens font sur Internet, oui, mais 70% qui font sur Internet, la prévente se font au guichet, beaucoup. Ils viennent souvent au guichet pour avoir les horaires, pour avoir du lien social, du lien humain, et à force de démolir notre tissu rural, de supprimer les postes, supprimer les écoles, supprimer les gares, on va devenir un désert alors que les gens aujourd'hui souhaitent venir vivre dans notre monde rural. Voilà, donc il faut être très prudent et nous serons toujours très attentifs à ces attaques. Deuxième question sur la mobilité, tu parlais tout à l'heure pour le transport scolaire. Vous aviez privilégié le train par rapport au bus, tu peux nous dire un petit mot oui. Ça Alors, sur ma commune à la Monzie-Saint-Martin, j'ai 5 bus le matin. Avant, j'en avais 7 qui partaient aux établissements scolaires. Alors qu'il y a une gare à côté avec un train qui s'arrêtait, il n'y avait personne qui montait. Donc, en étant en charge de ce sujet, j'ai fait une étude pour voir de mettre 2 bus, les 2 bus scolaires sur le train. Donc j'ai reçu les parents d'élèves, je leur ai expliqué qu'il y aurait un changement. Ensuite, ça fait une économie aussi sur le pétrole, sur les bus, le déplacement des bus dans nos campagnes, dans nos routes. Donc on a privilégié le train, ce qui veut dire qu'on a mis 2 bus donc, sur le train à 7h12 le matin à la Monzie pour arriver à Bergerac. Et de là, à Bergerac, il y a tous les bus scolaires qui partent, qui vont irriguer tous les collèges et lycées du Bergeracois. Et ça permet aux élèves, donc aujourd'hui nous sommes à 32 gamins qui prennent le train à la Monzie-Saint-Martin le matin à 7h12. Lorsque le train est supprimé en amont, la veille, la SNCF met en place un bus au départ de Sainte-Foy-la-Grande qui dessert Gardonne, la place de la commune de la Monzie et le lycée directement. Et si le matin, au dernier moment, quand le train est engagé, il y a un souci technique, eh bien c'est la CAB qui vient chercher les enfants sur la Monzie. Ça remplit un bus de 30 personnes pour les amener à l'heure au lycée. Ça, c'est c'est mon devoir de dire aux parents que leurs enfants seront toujours à l'heure au lycée le matin. Et le soir, ils ont 3 possibilités. Ils ont 16h23 au départ de Bergerac, 17h23 et 18h35 pour les lycéens pour regagner la Monzie-Saint-Martin et Gardonne. Voilà, donc on étudie de faire de plus en plus, de ramener les élèves sur le train et pour pouvoir récupérer des moyens pour le mettre ailleurs, là où dans des communes rurales, ils n'ont pas la chance d'avoir la voie ferrée. Donc plus d'élèves dans les trains, c'est la possibilité d'avoir plus de bus pour les gamins qui sont plus éloignés dans certaines communes. Exactement, voilà. Et puis ensuite, ça va pérenniser dans le temps les arrêts de train, comme à la Monzie, dans ma commune où je suis maire, eh bien ça va pérenniser dans le temps. J'ai maintenant, avant j'avais 3 allers-retours par jour, 3 trains dans chaque sens. Aujourd'hui j'en ai 10. Et la fréquentation est exponentielle. Donc les gens prennent le train, surtout en ce moment avec l'augmentation de l'essence, laissent leur voiture, peuvent laisser leur vélo en toute sécurité. On a mis une vidéoprotection à la gare. Voilà, donc c'est du travail du bon sens, je pense. Thierry, je te remercie. Merci Gérard. Bonne journée, merci. À bientôt. Merci à toi. Bonjour monsieur le sous-préfet, donc vous êtes sous-préfet de Bergerac et vous êtes en charge de la ruralité. Vous pouvez dire un petit mot sur votre rôle ?
Tout à fait, monsieur. Effectivement, le sous-préfet de Bergerac est le représentant ou le référent ruralité pour l'ensemble du département de la Dordogne. Donc c'est qu'à ce titre que madame la préfète m'a demandé d'être présent à l'association générale des maires ruraux. L'État accompagne les communes rurales et l'ensemble des communes, tous les services de l'État. Et les moyens sont mis. On a parlé du programme Village d'avenir. Donc il y a une nouvelle vague qui est proposée aux élus candidats. Il y a les 2 directrices de programme. Et puis il y a les programmes que suit avec l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville, pour être au plus près des territoires et en accompagnement avec tous les services d'ingénierie, y compris ceux du département, au plus près des projets que portent les élus. Donc vous avez parlé des villages d'avenir. Bon, je viens d'apprendre tout à l'heure que c'est M. Dussène qui avait lancé ça, qui a été repris par l'État. Vous pouvez dire un petit mot sur ces projets ? Mais actuellement, il y a 45 communes qui sont labellisées. De mémoire, il y a environ 140-150 projets. Et l'idée, c'est de travailler sur l'attractivité du centre-ville, l'installation de commerces ruraux, l'aide aux équipements, le désenclavement, la réhabilitation de bâtis, le développement durable. Donc là, il y a à la fois, c'est surtout l'aide au montage des projets, l'aide aussi aux personnes âgées, et les directrices de projets accompagnent au mieux, montent les dossiers et ensuite interviennent pour essayer de voir comment les projets peuvent être financés pour rendre encore plus vivants nos villages ruraux de Dordogne, qui sont des villages attractifs, et ils le sont parce que les élus portent des projets, et la mission de l'État, c'est bien d'accompagner avec l'ensemble des services, la DDT par exemple, les projets qui sont portés par les maires. Donc c'est un peu venir au soutien aussi des communes rurales en matière d'ingénierie, de montage de projets et de finances. Oui, parce que dans les petites communes de 200, 500, 600, 1000 habitants, il n'y a pas de service technique. Pour monter un projet, il n'y a pas de technicien pour rechercher des finances. Et donc, les projets d'avenir, c'est l'État qui met les moyens pour aider ces communes. L'État, le département, l'ensemble des moyens qui sont mis pour effectivement faciliter la tâche des élus qui sont parfois effectivement un peu seuls, même s'il faut saluer les secrétaires de mairie qui sont parfois sur plusieurs mairies et pour contribuer justement à apporter de la vitalité et du dynamisme dans ces communes rurales. Je vous remercie, monsieur le sous-préfet. Merci. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Je suis maintenant avec Marion Lafaille, qui est maire de Vendoire. Vendoire. Pour nos auditeurs, c'est dans quel coin ? Alors, c'est communauté de communes du Périgord ibéracois, donc dans l'ouest, nord-ouest. Une région un peu désertifiée. Une région très rurale, effectivement, avec beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de retraités. Et on essaye de faire vivre un petit peu d'économie au milieu de tout ça. Donc, j'ai entendu ton intervention, tu es en charge de l'égalité. Alors, élu rural relais de l'égalité, donc l'action R, qui est portée par l'association des maires de France, des maires ruraux de France, et que moi je développe en fait sur la Dordogne. Donc jusqu'à l'année dernière, jusqu'au mandat qui vient de se terminer, nous avions réuni plus de 83 communes et 127 référents. Et bien du coup je recommence cette action, donc je remobilise les communautés de communes pour me recevoir, pour que je puisse présenter l'action auprès des maires, pour que dans chaque commune du département on puisse instaurer un référent qui soit sensibilisé aux violences intrafamiliales qui peuvent toucher les femmes, les hommes, les personnes retraitées, les enfants. Et les enfants, c'est ceux qu'on doit protéger encore plus. Donc ton rôle, c'est de recenser et d'aider les mairies à avoir des référents contre ces violences familiales. Alors mon rôle, c'est de mettre en place le réseau des référents communaux.
et ensuite de faire des actions de communication, c'est-à-dire deux par an, avec les associations ou même les services du procureur, tous les services qui sont en lien avec les violences intrafamiliales, la gendarmerie, le CIDFF, la référente à l'égalité aux droits des femmes, Valérie Depeau, qui travaille pour le département et pour l'État. Voilà, c'est de donner de l'information du réseau et d'expliquer les procédures et pourquoi des fois on est sur notre commune, on voit des choses, on essaye de faire des choses et ça bouge pas. Et comprendre aussi le cycle de la violence et pourquoi des personnes qui sont enfermées dans la violence n'en sortent pas. Qu'as-tu pensé de cette Assemblée Générale aujourd'hui ? Elle était très constructive. Très intéressante, on a parlé de l'agriculture, on a parlé des problèmes de la ruralité et les intervenants, monsieur le sous-préfet, vraiment très intéressant, c'était très chouette. Ok, merci Marion. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Maintenant je suis avec Alain Buffière, maire de Sarliac. Alain, tu as présidé il y a 2 ans l'Assemblée Générale des maires ruraux. Tu es présent aujourd'hui à Razac. Comment tu vois quelle évolution ça a eu en 2 ans au niveau de la MRF ? Oui, bonjour. Donc Alain Buffière, maire de Sarliac pendant 3 mandats. Et là, je suis resté dans l'équipe et je suis actuellement premier adjoint. Et donc ce matin, à ce titre, je représentais le maire de Sarliac à cette Assemblée Générale. Eh bien, c'est vrai que très tôt, moi j'avais adhéré à l'association des maires ruraux de Dordogne. Je m'y retrouvais pas complètement au niveau de l'Union des maires, qui traite plus de sujets nationaux. Et je crois même que quelques années, j'avais arrêté de cotiser à l'Union des maires. Et là, avec l'association des maires ruraux de Dordogne, on traite vraiment des sujets des élus, du territoire et de la ruralité. Voilà. Et l'association est très bien structurée, avec des délégués au niveau national, on a entendu, qui traitent sur des thèmes différents et nous représentent véritablement bien les communes rurales du territoire. Donc on va finir avec M. Alain Castan, président de l'association, réélu à cette Assemblée Générale. Tu peux nous dire un petit mot sur cette Assemblée ? Cette Assemblée elle a été assez extraordinaire parce que, encore une fois, on a parlé vrai, quoi. C'est vrai que les maires ruraux, alors les nouveaux par contre ont découvert quelque chose qui les a étonnés par rapport à notre concurrent ou pas notre partenaire qui est l'Union des maires. Et c'est vrai que nous on leur parle au cœur du problème, quoi. Et c'est vrai que la ruralité, on sait ce que c'est, on sait de quoi on parle. Et les maires ruraux qui étaient présents s'en sont bien rendus compte puisque toutes les interventions, qu'elles soient même du sous-préfet, ont été applaudies. Ça veut dire qu'on parle vrai, quoi. Donc c'est le bilan que tu tires de cette assemblée, les résultats, vous avez progressé ? C'est pas que ce bilan-là que j'ai. C'est vrai, on va progresser. Tous les ans, on fait 30 adhésions de plus, de par les discours qu'on tient et de par les actions qu'on mène. Mais si je dois retirer un autre bilan de celui-là, je pense que c'est surtout c'est le climat de confiance qui s'est établi aujourd'hui entre les maires ruraux et l'association. Parce que c'était important qu'ils comprennent à travers tout ce qu'on fait que c'est nous qui détenons beaucoup de vérité sur l'avenir de la ruralité. Parce que l'avenir de la ruralité aujourd'hui, moi je la trouve peut-être pas comme on le souhaiterait, certainement pas comme on le souhaiterait, mais on a fait des avancées qui sont majeures. Par exemple, d'avoir un ministre de la ruralité, on n'y pensait pas et c'est arrivé. Donc derrière ça, moi je veux un ministère d'État, on va y arriver. On veut faire améliorer les choses pour la ruralité, on va y arriver à travers beaucoup de sujets comme... Ouais, tu vois bien que la DSR et la DSU, aujourd'hui, il y a une différence. On a été chercher 150 millions d'euros de plus. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Aujourd'hui, l'État et la population ont besoin de la ruralité. Alors, on est loin du compte, mais petit à petit, la route s'élargit. Et un jour, on arrivera, on sera vraiment sur l'autoroute de l'État. Bon ben Alain, je te remercie, puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Pour une nouvelle émission, et encore bravo aux électeurs de RLP, parce qu'ils nous soutiennent, je le sais, et je voulais sincèrement les remercier, parce que parler des problèmes de la ruralité, il faut aussi que les éditeurs l'entendent, et je sais qu'à LRP, ils nous entendent.